Inénarrable, adjectif. Se dit de quelque chose qu'on ne peut raconter. Synonyme, inexprimable. Se dit aussi de quelque chose dont on ne peut parler sans rire, comme Jean Dindon par exemple. Inénarrable, mon cul. Et bonne appétit, bien sûr. Bonne chance à Quat pour ton lancement éclaté. Bonjour et bienvenue dans Bon Appé. Ce soir, vous ne devinerez jamais en compagnie de qui je me trouve. Je suis en compagnie de l'inénarrable Jean Dindon. Salut Jean Dindon. Et oui, c'est moi. Je sais ce que ça veut dire inénarrable maintenant. Bravo. Bah, tu me l'as appris aussi au passage. Et ce soir, nous avons également une invitée. Et cette invitée, c'est la magnifique Méno. Salut Méno. Salut tout le monde. Ah, le micro. Le micro. C'est du sound porn, quoi. Le son est tellement bon. Et une de ces textures de son. Ah ouais. On passe pour des rigolos à côté du micro de Méno. Alors Méno, on t'a pas juste invité parce que t'as un bon micro. Hein. Tu sais pourquoi on t'a invité? Pour manger, a priori. Absolument. T'as regardé toutes les autres émissions? T'es fan, tu m'as dit tout à l'heure? J'ai regardé tous les invités que vous avez eus et je suis terrorisée. Voilà. Alors que François, on va juste bouffer entre amis. Ouais. Ça va être très détente. Tu peux nous expliquer le concept de l'émission? Ce qui sort de la cuisine? Moi? Ouais. Bah, vu que t'as écouté toutes les autres émissions. Tout à fait. Non, de ce que j'ai compris, on va écouter des actual plays et on va donner un avis bienveillant et saignant à la fois sur ce qui se passe dedans. Et on va en profiter pour papoter jeu de rôle. Nous, on parle pas tellement des AP en fait, on parle d'autres choses, mais du coup maintenant le public va compter sur toi pour avoir des avis sanglants Non, et brutaux, quoi. Je suis vraiment pas bonne à ça. Il a fait toute seule, hein. Moi j'arrête de demander. Faudrait mettre une miniature de vidéo totalement putaclic. Méno juge les actuels plays ou quelque chose comme ça. Oh là là. Ah ouais, ils font beaucoup ça en plus, ça marche bien je pense, pour l'algorithme. Machin juge tout le monde. Sauf que personne dit jamais de mal dans ces émissions-là. En vrai. Bah effectivement, Faudrait j'ai pas d'exemple quoi. Ouais. Ah, effectivement, et ce soir c'est moi qui régale, je vous invite à une petite adresse que je connais. Et je pensais vous dire, une fois n'est pas coutume, un petit mot sur ce à quoi il joue avant que on s'écoute des morceaux, tu vois. Vous parlez un peu de ce qui est en cuisine, de comment ça fonctionne. C'est cuisine ouverte quoi. C'est cuisine ouverte, on voit ce qui est en cuisine, on en parle un peu, on salive un petit peu à l'idée éventuellement. Non mais il y a 2-3 infos à connaître, c'est comme si je vous amenais à un endroit où c'est un peu épicé. Ils vont jouer à un jeu qui s'appelle Wasbourg. Vous connaissez Wasbourg? De nom. Alors Wasbourg, c'est un jeu de Cédric Ferrand, qui est aussi un roman de Cédric Ferrand. Ok. Avec une cité qui est décrite comme étant crépusculaire, c'est-à-dire qu'elle est en fin de vie, quoi. Elle est en train de crever, cette cité. Elle est en train de mourir un peu à la manière d'un vieux qu'on sédate, qu'on met sous médoc. Elle est en train de mourir lentement, quoi. À la manière un peu de Ankh-Morpork dans Les Annales du Disque Monde. Ok. Ok. Voilà. Et les personnages du jeu sont des gardoches, autrement dit de la milice de la ville, quoi. Et je m'imagine un setting un peu renaissance quoi, c'est ça, avec des armes à feu et des trucs comme ça. Et ben je sais pas trop. Je pense que la Renaissance, ils l'ont touché du bout des doigts et ils vont crever avant. Aux portes de la Renaissance, je dirais. Mais c'est un peu médiéval. Ouais. On est sur un épisode 1 du coup, c'est ça? Alors c'est que 3 épisodes et moi j'ai choisi qu'on écoute des trucs dans les épisodes un peu 1 et 2. Pourquoi? Parce que c'est des épisodes courts et comme des fois on prend des morceaux au hasard, je voulais pas qu'on tombe sur les morceaux que j'avais choisis, donc j'ai pris un peu large. Et ben ça donne envie d'écouter. Ouais, ça donne envie d'écouter. Qu'est-ce que vous diriez du coup de vous faire des petits tapas? Ah, c'est parti pour les tapas. Moi j'adore, c'est ma partie préférée du repas. En terrasse. Les tapas, c'est bon qu'en terrasse, quand il fait un peu chaud. Avec un verre de quelque chose. Ouais. Est-ce que la régie pourrait nous envoyer un petit jingle à défaut d'avoir un verre de quelque chose du coup et on s'enchaîne les tapas? Allez, c'est parti. T'as la frite, t'as le ketchup. Si t'as le ketchup, t'as la mayo. Si t'as la mayo et le ketchup, t'as la sauce américaine. Si t'as la sauce américaine, t'es un cow-boy. C'est un extrait de quoi ça? C'est un extrait de L'étuche 3, celui où il est président. Tu as vu tous les tuches? Absolument pas, j'en ai vu aucun. Je suis juste tombé sur cette séquence-là en cherchant des trucs pour les jingles. Et donc pour t'expliquer, il est président au milieu du conseil des ministres, il explique ça à tout le monde, tu vois. Il explique les sauces du kebab quoi. Ouais, voilà. C'est pas mal. J'ai jamais vu les tuches, mais je me demande comment tu fais pour trouver tous les extraits de films où ça parle de bouffe sans regarder les films, quoi. C'est inquiétant, limite. En vrai, ça parle de bouffe super souvent dans les films, quand tu y réfléchis. Je suis sûre qu'il doit y avoir des listes. Et vous êtes 2 psychopathes. Ok, d'accord, donc ça peut se trouver, quoi. Les extraits, ça parle de bouffe. Madame, chez le médecin, moi je prends votre nom et vous nous ramenez la bague? et vous, oui. Non, je veux voir votre chef. Oh putain, bon bah il vient, et madame va se faire Et faire- madame- C'est non. inacceptable, vous allez garder la bague et on vous verra plus jamais, je vous connais. Non, mais je suis prends- pas votre cochon. Voilà. J'avoue que ça m'a effleuré l'esprit, mais maintenant que vous le dites, maintenant vous venez avec nous, c'est bon. Qui s'occupe faut qu'un de nous s'occupe de Madame Bobite, les gars, quand même. Bonite. Bonite.
sais pas. Madame Maudite est en train de se vider de son sang sur le pavé là. Bon, on fait un pierre Elle feuille est, ciseaux. elle est toute blanche. Bon, Pierre, mais feuille, ciseaux. non, mais laisse tomber, mais j'y Moi, vais, j'y vais. moi, j'aimerais bien rester avec le cochon. On On a- va on voir a- ce qu'il va devenir. voilà, Qu'est-ce qui se passe là on a pas le temps pour un un deux pierre autres feuille. gardoches qui Ouais. arrivent. Ils viennent d'écarter On s'occupe du cochon. la foule. Ah, les gardoches, bah, Et bah, puis, les gardoches, occupez-vous de Madame Bonite, elle vient de se faire Vous bouffer. êtes les losers du 6ème là le Et loser, oh, pas on du t'emmerde, hein. Oh. tout. On est Ah pas- oui, oui. on est la brigade spéciale du 6ème. Ouais, brigade des cochons, c'est ça Oui, pour. C'est vous qui patrouillez avec des cochons de combat. C'est une mission spéciale. Ah oui, j'en ai entendu parler. Tu es trop teubé pour connaître les tenants et les aboutissants. C'était un peu cacophonique. Je crois qu'on est tombé au milieu d'une scène de crime ou je sais plus trop quoi. Il y a des gardoches dans tous les sens. Il y a le MJ qui interprète des personnages à droite à gauche. Il y a quelqu'un qui se vide de son sang. Est-ce que ça vous inspire quelque chose, Jean Dindon? Qu'est-ce que t'en penses de ces tapas? Qu'est-ce que ça t'inspire? Et ben, tout le monde parle en même temps. Je sais pas si c'est l'effet du montage ou pas, mais tout le monde parle en même temps et tout le monde se coupe allègrement la parole, rajoute des trucs, fait des commentaires qui attendent pas de réponse et tout ça se mêle très très bien, quoi. Moi, ça me fait... c'est une partie où j'aimerais bien être autour de la table et être avec ces gens-là, quoi. J'ai l'impression qu'il y a une espèce d'explosivité d'idées, de bagou, de la manière dont les gens parlent et tout. Ça donne très envie. J'aime bien ce côté un peu organique. Tout est vivant. Ouais, moi j'aime bien le côté surcréatif et puis le côté super effréné de tu vois tout qui s'enchaîne, quoi. Ça fait rêver un peu au niveau du rythme aussi, tu vois. Tout le monde balance vanne sur vanne et tout. Il y a un mood vraiment cool, quoi. Ok, ouais. T'as pas l'impression que c'est un truc dont on sort difficilement des fois? Parce que à un moment donné, souvent, tu sais, je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux décrire. Quand t'es dans ce truc-là, c'est très organique. Chacun joue son bonhomme. Etc. Il y a un moment où il faut se désincarner un peu de la scène pour dire entamer une ellipse, quoi, passer à la suite, quoi. Quand vous êtes MJ ou joueur, il n'y a pas des moments où vous dites là on s'embourbe dans un truc, on va jamais s'en sortir? Si, mais si tout le monde est en train de parler, en fait, je pense que tu peux très rapidement te détacher à un moment donné et tout le monde tient le truc et faut rentrer à un moment donné. Mais je pense que t'as aussi l'espace du fait que tout le monde parle tout le temps pour pouvoir te faire un pas en arrière de temps en temps, quoi. Je sais pas trop. En vrai. Ah là, tu sens que c'est vraiment un bon rythme, quoi. Il y a... Moi, j'ai écrit le mot émulsion sur mes notes. Je trouve qu'il y a un espèce de truc où tout le monde est dans la scène, il se parle dessus. J'ai mis du temps aussi à identifier le MJ, par exemple. Et Ouais. je trouve ça assez cool, du coup. On a des Toujours pas joueurs trouvé. qui sont... Ouais, il y a des joueurs vachement actifs, en fait. C'est détendu, quoi. Enfin, ouais, ça donne envie d'être à table, je trouve. Ah, moi, je suis d'accord avec vous, hein. Moi, j'aime bien. Bon, déjà, j'aime bien cet actual play, j'aime bien les gens qui sont dedans, et j'ai la même sensation que vous. Ça m'arrive de temps en temps de me dire c'est cool, mais je vais commencer à chercher une porte de sortie, tu vois, en tant que joueur, ou en tant que MJ, de me mettre en mode vigilance, tu vois. Vigilance, essayons de voir quand est-ce que quelqu'un va m'envoyer le signe à la table que c'est bon, on a assez joué ce truc-là, il va falloir passer à autre chose, parce que on est dans une situation sur laquelle on va rajouter de la confusion, il va se passer plein de trucs. Ça va, on en aura fait le tour, quoi. Il y a peut-être aussi le fait que, tu sais, quand tu es sur une scène qui est très rythmée comme ça, où les joueurs sont très actifs, t'as envie d'en profiter pour placer une belle rupture de ton, tu vois, tout couper avec quelque chose qui se produit très soudainement, et c'est une belle occasion de le faire. Après, je sais pas, là, je trouve que les joueurs, pour le coup, en plus, font avancer les choses, quoi, quand ils invectivent les gardes, quand ils se défendent, enfin, c'est des choses auxquelles tu peux répondre, c'est pas juste blague sur blague, t'as quand même de la matière, là, en tant que MJ, pour aller répondre à ça. Ouais, je suis d'accord, hein. C'est pas une critique. Ma remarque, c'est plus parce que je vois une scène organique, donc je parle de la fin de ces scènes-là. Mais là, je suis d'accord, c'est-à-dire qu'on a vraiment 1 minute, ce qui est quand même très court. Et dans la minute, effectivement, il y a des choses qui bougent, quoi. Il y a des nouvelles personnes qui arrivent, il y a quelqu'un qui dit je vais prendre en charge Madame Michu, qui est en train de pisser le sang par terre. Ça ne fait pas que blablater, quoi. J'aurais peur, moi, de laisser quelqu'un sur la touche, par contre. Si ce bouillonnement arrive et qu'il y a quelqu'un qui est peut-être un peu moins à l'aise, c'est vrai que c'est le joueur ou la joueuse qu'on va pouvoir facilement exclure, quoi. Enfin, exclure, qui va se mettre en retrait et qui trouvera pas sa porte d'entrée. Ouais, tout à fait, ouais. C'est le moment où il faut que tout le monde un peu existe, faut se marcher dessus sans que ça devienne inaudible à la table. Là, en plus, ils ont une problématique de podcast, donc c'est délicat, ouais. Je suis d'accord. Ah, c'est pour ça que là, la caméra, en partie, ça aide, quoi. Tu l'identifies tout de suite, le joueur qui est pas en train de parler. C'est vrai, ouais. Dans TMJ, tu veux dire? Genre, voir quel joueur est moins investi à la cam, tu penses? En vrai, même en tant que joueur, enfin, il n'y a pas que le MJ qui peut redistribuer la parole et essayer de faire participer quelqu'un qui est en retrait, hein, donc peu importe qui tu es à la table, une cam, ça permet aussi de voir qui est en train de parler, de faire le zouave et qui est en train de s'effacer, quoi. Et d'ailleurs, je suis presque convaincu, je ne sais plus, mais que cette partie, elle a eu lieu en live. Parce qu'on est à un niveau de cacophonie acceptable pour les gens qui est plus dur à trouver quand on joue online sur Discord, quoi. Les quelques actual plays que j'ai regardés, c'était des actual plays qui étaient très propres, avec des acteurs scénarisés.
Et je pense que j'ai ce biais du coup où c'est très préparé. Et là, il y a quelque chose d'ultra naturel qui moi me plaît beaucoup quoi. Genre oui, ça peut correspondre à une partie live tout à fait. Alors là, j'ai la pression parce qu'on en est au tapas et peut-être que Beno elle aime bien le resto. Ça serait incroyable. Ambiance tapas en vrai cet extrait. Hein. Il y a plein de petits trucs qui fusent un peu dans tous les sens, tu vois. C'est vrai. J'avoue qu'il pourrait être en train de s'arracher les nachos ceux qui sont au milieu de la table. Là. Ouais, c'est très apéro, ouais, complètement. T'avais noté un truc, Meno, que ça t'inspire, auquel ça t'a fait penser? Bah, la même chose hein, sur l'émulsion, le rythme. J'ai très envie d'être le MJ quand les joueurs commencent à dire aux gardes ouais, qu'est-ce que vous foutez là, machin. Enfin, le fait que les joueurs se rebellent contre un PNJ qui est une figure d'autorité, je trouve ça toujours délicieux à jouer. Ah, bah faut qu'on en parle, des figures d'autorité en JDR du coup. C'est un de mes espoirs qu'on en parle quand j'ai choisi ce truc. Parce que je trouve le sujet fascinant. Il y a plein de gens, je trouve, qui réagissent à l'autorité en jeu de rôle de façon Et qui s'écrasent dans la vraie vie. extrêmement variée. Mais alors, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Moi faire ça. Mais peut-être, en tout cas, qui réagissent sur un éventail beaucoup plus varié que dans la vraie vie, je veux dire. Dans la vraie vie, là, si dans le resto, il y a un flic qui débarque et qui nous demande nos papiers, on va tous s'écraser, quoi. En jeu de rôle, non, l'éventail est beaucoup plus large, quoi. Il y a des gens qui se rebellent très fort contre l'autorité. Est-ce que c'est un truc que vous avez déjà remarqué, vous avez déjà senti même une problématique, quoi. Un truc de, le joueur à côté, qu'est-ce qu'il est en train de foutre? Il va frapper le flic, tu vois ce que je veux dire? Bah, il y a un truc cathartique, quoi. Enfin, je sais pas, c'est un truc que tu peux pas faire dans la vraie vie, que tu peux faire dans un jeu de rôle et vas-y, il y a peu de conséquences, tu vois. Ouais, et puis tu peux l'explorer, tu vois, t'as plein de figures d'autorité différentes aussi. Là récemment sur mes campagnes, on a des figures d'autorité politique aussi, donc t'as des trucs forts, tu vois, à aller faire chanter des politiciens et à les remettre un peu à leur place. Ouais, c'est cathartique. Alors, je suis d'accord que c'est cathartique. Moi, ça m'est déjà arrivé que ça me pose problème à une table, ça. Un truc où je trouve que quelqu'un à la table, pour mes critères à moi, tu vois, dans ma lecture du jeu, manque de respect à une autorité. T'as raison, hein, potentiellement une autorité politique, par exemple. D'une façon qui me décrédibilise un peu le truc qu'on est en train de jouer, tu vois. Ouais, je vois bien. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, du coup, dans le deal de base, tu vois? Bah, pour le coup, moi, je suis une joueuse de Knight et une MJ de Knight. Et il y a un espèce de deal en début de partie de bah vous jouez dans une organisation militaire, les gars, enfin vos personnages ils respectent l'ordre quoi. Et c'est comme ça. Et ça pourra changer, mais au début c'est comme ça parce que sinon vous auriez juste pas été là à cet endroit-là. Et du coup moi j'aime bien, moi j'ai la problématique inverse souvent, c'est-à-dire qu'ils respectent beaucoup l'autorité et ouais. J'essaie de les pousser petit à petit à ne plus le faire. Alors que dans ta proposition de base, t'avais dit attention justement. Ouais, attention, vous débutez avec cet état d'esprit-là. Et ça m'étonne pas. Je pense que c'est un truc qui peut être très varié au départ si on n'en parle pas. Mais dès lors que tu dis aux gens on respecte l'autorité, ils vont se mettre sur ces rails-là. Et je pense que c'est pas évident d'en sortir, quoi. De même que c'est pas demain la veille que j'irai insulter un flic gratos dans la rue, quoi. Tu vois, je vais faire un travail sur soi pour faire un truc comme ça, quoi. T'avais noté autre chose, Jean Danon, mais non. Pose la question à la cantonade. Moi, je trouve qu'on a un bon exemple de PNJ encombrant. Vas-y. Il y a toujours l'espèce de truc, vous connaissez le PNJ qui suit le groupe, et le MJ, il est obligé un petit peu de l'interpréter de temps en temps, de faire en fonction, il y a des moments où tu fais des combats entiers, et au bout aux 3/4, tu te dis, ah merde, on l'a oublié. Merde, Maurice, ouais. Ah ouais, voilà. Bah là, je crois qu'il y en a un, quoi. Ils ont un cadavre sur les bras, ou ils ont, je sais pas quoi, il y a un... Ouais, à un moment donné. Un cadavre, c'est la définition du PNJ encombrant, quoi, littéralement. Et je sais pas exactement si c'est un cadavre, ou si c'est quelqu'un qui est blessé, ou si c'est, voilà. Et j'ai l'impression que c'est un peu, ah oui, c'est vrai, il faut s'en occuper, il faut pas l'oublier. Clairement, ouais. Alors moi, ça me faisait moins penser au PNJ encombrant que à la scène où il y a des sortes d'urgence et t'as une urgence qui a été oubliée. Mais c'est très proche. Quand je fais une description, j'essaie d'être vigilant en fait de finir par le truc le plus important au moment où je décris, parce que si tu dis aux gens il y a un énorme dragon et ensuite tu commences à décrire d'autres petits détails, ils s'en foutent, il y a un énorme dragon, je veux dire, tu les as déjà perdus quoi. Et parfois dans des scènes d'action comme ça, tu vois les joueurs s'emballer sur des détails, oublier des trucs. Vous avez déjà vécu ça, le moment où t'es archi blessé dans un combat et tout le monde s'en fout à la fin. Oui, tout le monde papote. Et toi c'est là genre je suis en train de crever là. Attends, on compte les pièces d'or, t'es sûr qu'il a pas une arme aussi? C'est une +1 ou une +2? Mon personnage est en train de courir. Ah non mais attends, ça fait 3 séances que j'ai une blessure grave en fait. Non. Oupsie. J'aimerais bien qu'on parle un peu de mes problèmes aussi.
Ah, on a tendance à oublier des trucs. Et là, c'est cool parce que organiquement, je veux dire, sans faire un appel au HRP ni quoi que ce soit, il le rappelle quoi et les autres rebondissent dessus. Et ça fait un peu sketch du coup. Ça fait un peu sketch. Ah oui, Madame Michu, bah oui. On baigne dans son sang visiblement, mais il l'avait zappé quoi. En même temps, c'est dans le ton de ce qu'ils sont en train de jouer. Hein, Ah bah là, ça visiblement, marche super bien. C'est super. Et il y a des PNJ qui débarquent sans sommation. Hein. J'ai l'impression qu'au milieu du bouillon, le maître du jeu est en train de se dire paf, vas-y, la garde arrive quoi, sans qu'il y ait un moment où tout se tasse un petit peu, où tout se ramollit, où tu vois, où il y a besoin d'une relance ou quoi que ce soit. Alors je sais pas si le MJ le fait pour mettre la pression ou si le MJ le fait parce que sinon ça va jamais s'arrêter. Mais en tout cas, je note qu'au milieu de tous les échanges qu'il y a et qui fusent déjà, où il y aurait rien besoin de faire pour que tout bouillonne. Ou encore une fois, lui dit non, PNJ maintenant. Et allez, On en rajoute. On en remet un peu, ouais. Et en même temps, est-ce que ça boucle pas, tu vois, avec ce que tu disais au début sur, oui, justement, en fait, là, il faut que ça s'arrête de fuser dans tous les sens et qu'il y ait littéralement des représentants de l'ordre qui arrivent. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les PJ sont des représentants de l'ordre aussi. C'est juste les connards de flics de l'autre district qui arrivent et qui vont leur chier dessus, évidemment, comme il se doit. Mais ils auraient très bien pu s'en sortir tout seuls, quoi. C'est ce que je veux dire. Moi, à mon sens, c'est pour les faire chier. Et je pense que c'est une thématique récurrente, c'est-à-dire que le MJ, dans l'introduction du jeu, veut tout le temps les faire chier, quoi. Il veut jamais leur lâcher la grappe. Les gens les respectent pas, les gens meurent, les témoins ont du mal à parler. Et les autres gardes et les autres flics viennent t'insulter direct. Sans te respecter. Je pense que c'est la recette de cuisine. Est-ce que vous avez noté un autre petit sujet? Pas pour moi. Non, mais j'en veux encore là du coup, avec ce que j'ai entendu. Vous voulez du rap de tapas? Mets-nous du rap de tapas? On prend toujours le rap de tapas. Allez, je vous mets du rap de tapas. Jingle rap de tapas, s'il vous plaît, et on va se mettre à 6 minutes. Ça vous surprend qu'à l'Assemblée nationale, on puisse être amené à servir du homard? Moi, je n'aime pas ça. Je n'en mange pas. J'ai une intolérance aux crustacés, aux fruits de mer. Je n'aime pas les huîtres. Je déteste le caviar. Le champagne, ça me donne mal à la tête. Il ressemble un peu à Jean Rochefort. À la quarantaine. À la quarantaine. Ça fait très très longtemps quoi. Mais c'est sa meilleure période. Oui, bonjour messieurs. Bonjour. Monsieur. Bonjour. Rappelez-moi vos noms, je vous aime bien mais je sais plus vos noms. Je suis Bertin. Ah oui, Bertin, oui, d'accord. Moi c'est Richter, monsieur. Richter et Gabel, monsieur. Gabel. Vous avez une... Moi je suis grand, beau, musclé. Ouais. Blond. Non, je suis brun quand même, mais j'ai des dents blanches incroyables. D'accord. Je suis magnifique. C'est tes origines bourgeoises. Des abdos, des pecs saillants sous mon armure en métal. Je suis incroyable. Non, rien à voir avec Bobby du jeu de zombie là. Pour le coup, rien à voir je du suis très éloigné de Robert. Moi, je suis plutôt, on en parlait tout à l'heure, Richard Dean Anderson, tu vois. Avec, mais de maintenant. Non, 40 ans, pareil que voilà. Ah ouais Genre, voilà. Richard Dean Anderson, petite quarantaine. À la période Stargate. Période de Stargate, voilà. Moi, un petit jeune. Eh ben, Méno, à toi l'honneur. En vrai, on peut pas écouter cet extrait sans parler des présentations de personnages. Bah oui. Mais bien sûr, ça doit être siphon d'ailleurs, c'est à 7 minutes. Et non, très cool, très cool. Moi j'adore les petits débuts de campagne où chacun se présente. Et je trouve que là ils se prêtent bien tous au jeu, quoi. On a des descriptions physiques, tout ça. Hein. Surtout on a des personnages qui sont différents. Je trouve que ça c'est vachement important en campagne. Ils se distinguent facilement les uns des autres. Toi, quand t'as une présentation de personnages qui arrivent là, à ta table, début de campagne, début de partie, tout ça, est-ce qu'il y a des attentes en particulier, des trucs qui tu dis j'adore ça, tu vois, plus en détail, je sais pas, quelle attente ça peut provoquer, qu'est-ce que t'espères, à quel moment ça te met des étoiles dans les yeux, tu vois, tu saurais me dire? Ouais, un truc que je kiffe faire et recevoir sur une présentation, c'est aller chercher tout ce qui n'est pas physique. Je sais pas pourquoi, notamment l'odeur du personnage. C'est qu'est-ce qu'il sent, quoi? Est-ce qu'il sent l'ail? Est-ce qu'il sent le chocolat? Les parfumés, tu vois, le chocolat. Des petits trucs comme ça, le son de la voix. Quel son il fait quand il se déplace? Est-ce que c'est un personnage, tu vois, qui est lourd, qui avance de façon un peu pataude? Est-ce que il a des talons et du coup ça fait tic 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 tic? J'aime bien aller chercher c'est des genre trucs, de petits c'est détails, des infos qu'on te donne, tu les mémorises et ça part dans ta petite diégèse personnelle dans ta tête, quoi. En vrai, dans les deux sens. Genre, c'est un truc que je kiffe, que des joueurs me donnent, et c'est un truc que je kiffe donner en tant que joueuse à la table. Et ben, on a bien fait de parler de ça parce que moi, j'ai l'impression que c'est nul quand je fais du JDR, du coup. C'est-à-dire que c'est le genre de détail que je pense j'intégrerai jamais à mon
univers mental, une odeur ou un son quand quelqu'un se déplace. Tu vois. Ça me gênerait pas, hein, mais j'aurais du mal à ce que ça ait du poids dans ce que je suis en train d'imaginer. Tu vois, Ça veut dire quoi ton univers mental? La représentation que j'ai dans ma tête de ce qu'on est en train de faire, tu vois, où j'imagine, je sais pas, les personnages les uns à côté des autres. Ok. Et bah les odeurs, pas trop. Je suis peut-être un peu aphantasique des odeurs, tu vois. Ah ouais. Sans vouloir me faire un diagnostic de malade non plus, tu vois. Je peux imaginer une odeur d'œil en vrai, mais c'est pas un truc que je vais facilement intégrer. C'est facilement les trucs que je vais laisser sur le côté de l'assiette et je vais me concentrer sur d'autres aspects peut-être, tu vois, dans la représentation d'un personnage. Jean Dindon, toi. Tu te situes où là sur ce sujet-là? Moi, je rejoins Méno dans le sens où j'adore avoir des détails très spécifiques et très significatifs, quoi. Les descriptions que j'aime pas trop, c'est celles qui sont oui, mon personnage il fait telle taille, il fait tel poids, il a les yeux de telle couleur et les cheveux de telle couleur. Et je trouve qu'en disant ça, tu dis pas grand-chose. Enfin, je trouve que tu dis beaucoup moins de choses qu'en disant un truc très spécifique comme l'odeur que dégage ton personnage, qui est une odeur très particulière. Et en fait, je préfère avoir un personnage qui m'est décrit, dont on ne sait pas combien il mesure, s'il est musclé, la couleur de ses yeux et de ses cheveux, mais dont on sait quelque chose de très marquant, plutôt qu'avoir tout le reste, quoi. Il a un regard gentil. Tu as juste ça. Le gars, il a un regard gentil. Bah oui, je comprends là, qu'un beaucoup détail de choses, spécifique, ce soit, on puisse s'y accrocher. Mais je pense que c'est spécifiquement sur ce que vous avez choisi, tu vois. Moi, par exemple, la voix de quelqu'un, comment il parle, comment il interagit socialement, dans les premières minutes, ça c'est énorme. Parce que c'est l'interaction qu'on va avoir tout le reste de la partie, quoi. Ça me dit par où je vais te prendre, comment tu parles, comment tu t'exprimes. Ça, c'est très puissant. Plus qu'une odeur, quoi, pour moi. Je suis pas non plus super fan des odeurs, dans le sens où c'est pas le premier sens que je vais stimuler quand je donne une description. Sur un personnage, en tout cas, parce que si tu ouvres une porte et on te dit, voilà, il y a l'odeur des entrailles ou je sais pas quoi qui te remonte au nez, bon, d'accord. Mais sur un personnage, je sais pas. Si, quand même. Il y a des cas très particuliers. Si jamais on te présente une personne de la noblesse et que la première chose dont on sait, c'est qu'il sent la violette, tu vois, tout de suite, il y a un personnage qui se dessine. Si je t'ai rien dit d'autre, tu vois. Derrière cette porte, le traître, et vous sentez comme une odeur de violette. Mais non! C'était le comte de Gascon depuis le début. Ça se voit bien, ouais. C'est fou parce que quand tu parlais de la voix, ce côté-là il parle de façon très, tu vois, très noble, très fournie, très machin. En fait, je pense qu'en tant que joueuse, c'est quelque chose que je vais vite interpréter comme un indice, comme une façon d'aller parler au personnage pour soit le convaincre, soit je vais déjà être dans le jeu si tu me parles de ça. Alors que je pense que si tu me parles vraiment, justement, tu vois, d'une odeur, d'un petit truc à côté, je vais être encore dans je me l'imagine et j'essaie de me le figurer devant moi. Ouais, je comprends pourquoi. C'est vrai que j'ai choisi un truc qui, effectivement, va très vite nous plonger directement dans le vif du sujet, quoi. On n'est plus dans la présentation qu'on digère. Ouais, normal. Après, moi, je trouve qu'on définit beaucoup mieux, enfin j'aime beaucoup définir des personnages en faisant des descriptions et en le faisant par les actions des personnages et pas par une description statique, quoi. Ouais. Pareil, ouais. Une des premières scènes dans Game of Thrones qui implique Tywin Lannister, la première chose c'est qu'il est en train de découper il est en train de dépecer son cerf, quoi. Et je pense que si tu dois faire vivre cette scène en jeu de rôle, peu importe comment tu décris le personnage, de dire qu'il a le regard dur, de dire je sais pas quoi, tout ça c'est beaucoup moins important, c'est qu'il est en train de t'engueuler en découpant son cerf, quoi. Enfin, je pense que mes PNJ avec un objet sont plus puissants que ceux qui n'en ont pas, parce qu'ils interagissent, enfin comme tu dis, tu vois, il y a quelque chose qui se crée en eux, quoi. Et c'est plus facile ensuite à voir. Ouais, évidemment. Une physicalité plus importante et très efficace pour décrire. Un peu connecté comme ça sur les personnages et la façon dont on les présente. En début de campagne, il y a tout un éventail d'outils qu'on peut mettre en place pour démarrer un jeu. Là, par exemple, j'ai l'impression qu'on est, dans leur cas, sur des descriptions un petit peu improvisées. On n'a probablement pas, vu que c'est un one-shot, des backgrounds à rallonge. Je pense qu'ils n'ont pas prévu beaucoup de trucs sur leur relation entre eux. Voilà, donc cet éventail un peu, qu'on va classer de mini à maxi. Tu vois, mini, c'est faites des persos, on n'en parle pas. On démarre la partie et max, c'est on fait 5 heures de workshop entre nous ou 3 jours de workshop entre nous pour écrire des bacs, pour les lier entre eux, pour savoir comment ils vont interagir, blablabla. Ok, vous voyez l'éventail ? Ouais. Est-ce que vous avez un confort particulier, un endroit où vous vous sentez moins à l'aise qu'un autre sur ce spectre ? Moi, je me repose beaucoup sur mes capacités d'improvisation et même quand on me demande de préparer un personnage, j'essaye de pas trop le préparer pour être un petit peu en situation de m'adapter et puis pour le rencontrer en même temps que tout le monde aussi.
aussi, quoi. C'est décrire un personnage que j'ai réfléchi depuis une semaine ou 2 semaines, c'est pour moi beaucoup moins fort que de décrire un personnage que je suis en train de rencontrer, quoi. Quand je me pose l'interrogation sur le vif, quelle est la chose qui définit le mieux mon personnage dans cet instant-là, et que je le trouve et que je le partage en même temps, je trouve qu'il y a une espèce de truc, une espèce d'alchimie, il y a un moment, quoi, tu vois. D'accord, donc toi t'as une nette préférence visiblement pour faire émerger ton personnage au plateau avec le reste de la table. Ouais, j'aime beaucoup. Et puis ça donne aussi une adaptabilité vis-à-vis de ce que les autres proposent, quoi. Si les 3 autres sont des Dark Sasuke qui ne parlent pas, je vais peut-être faire un personnage qui, son caractère va peut-être s'orienter avec quelqu'un qui est peut-être un comic relief, ou tu vois, plutôt dans ce sens-là. Ouais. Et toi, Méno ? Complètement sur la même ligne. De toute façon, mon perso, il va changer entre les 10 premières et les 30 premières minutes, c'est certain. Donc, autant le décrire après, quoi. Moi, j'aime bien même avoir 2-3 scènes avant qu'on puisse se poser et se dire, ok, en fait, là, on va se décrire. J'aime bien attendre un peu et me laisser la possibilité de mieux le visualiser, de mieux le connaître avant d'entrer dans de la description. Et par contre, une fois qu'on y est, je peux y passer, entre les parties, moi je peux passer 3 heures à décrire mon perso, à essayer de trouver tous les trucs, mais c'est dans un second temps. Ok. Ta préférence personnelle, est-ce que tu souhaites encore rester mystérieux sur ce sujet Aquat comme nombre d'autres depuis le début de cette série de podcasts? Tout à fait. Je vais tâcher de dire autre chose que vous pour vous contredire. J'aime bien un truc, c'est quand il y a un mélange des deux. Et toc. Non mais, quand il y a quelqu'un qui a un peu prévu des trucs... Ouais, incroyable, hein. Non mais j'aime tout, moi. Mais quelqu'un qui a un peu prévu son personnage, il me fait un peu l'effet d'un rocher, et si tout le monde gravite autour, c'est sympa. C'est-à-dire, c'est tout le monde qui fait un truc émergent, on s'accroche à rien du coup, parce que personne ne veut poser un rocher au milieu de la table. Ouais, alors que si t'en as un qui arrive et qui dit « Je suis le comte de Gascon, je pèse tant de kilos, j'ai les yeux gentils, j'ai le médaillon de ma famille et je sens la violette. Ok, et j'ai telle opinion politique. Bon c'est bon, on a un point de départ, vas-y, on tourne autour, quoi. Où est-ce que tu te mets, moi à gauche, toi à droite, toi au milieu, et ça peut cristalliser assez vite un truc, quoi. Je suis d'accord. Voilà, par esprit de contradiction. Non, mais si, c'est très vrai, c'est très vrai. Là-dessus, moi je sais que je fais, notamment dans des one-shots, j'essaie de trouver un point d'accroche. Des fois que je sois pas inspirée, tu vois, sur le coup, mais c'est pas forcément une description physique, du coup ça va être plus un défaut, une façon de parler, un truc rigolo à jouer. Et tu sais, c'est pas toujours la même chose, c'est varié, quoi. Ah oui, ça varie à chaque fois, ouais. Je crois que j'en avais parlé dans un autre épisode, et ça me fait chier parce que du coup ça veut dire qu'on se répète déjà. Un truc que j'aime bien, moi, c'est de partir d'un truc physique, un truc du corps, je veux dire, plus exactement, tu vois. Genre mettre un peu mes épaules en avant, ou mon menton en l'air quand j'incarne un personnage, et voir ce que ça change. Voilà. C'est mon go-to de vas-y, faut improviser un perso. Partons de ça, quoi. Ça marche bien, je trouve. Et c'est un truc différent à chaque fois? Bah, j'essaye, ouais. Tu prends une posture différente, c'est ça? Ouais, oui, genre, je sais pas, je rentre la tête dans les épaules. Je sens que Méno vient de découvrir toute une panel de choses possibles, du coup. J'adore. Moi, ce que j'ai découvert il y a pas si... Enfin, en fait, ce que je me suis autorisée il y a pas si longtemps, c'est que je commence de plus en plus à faire les gestes de mon personnage. Et, alors que tu joues en ligne essentiellement. Alors que je joue en ligne et la plupart du temps sans caméra. Et je pense que c'est un truc que j'ai piqué. J'ai eu l'occasion de faire 2-3 petits trucs de doublage et je pense que c'est quelque chose que j'ai piqué de mes professeurs du coup. En fait, pour que ta voix elle suive ce que t'es en train de dire, faut que le corps y suive, quoi. Donc tu fais le même geste que le personnage. Et en jeu de rôle, c'est bête, mais c'est une évidence aussi. T'as commencé en ligne, toi? Non, j'ai commencé sur les bancs de la fac. Et je pense qu'après, j'ai eu l'occasion de jouer surtout en association. Donc que des one-shots en présentiel avec un one-shot par semaine, plus des campagnes qui se sont rajoutées. Et petit à petit, ça s'est transformé en ligne parce que les copains, ils sont loin, quoi. Donc pour se rassembler tous ensemble en ligne. Et t'as le souvenir que quand tu jouais IRL, tu faisais pas autant les gestes que ce que t'es en train de redécouvrir ou de découvrir là? Pas du tout, mais quand je revois la façon dont je jouais IRL, je pense que j'étais une très mauvaise joueuse et je me tape sur les doigts. Ouais, tu sais, j'étais une joueuse très... En fait, j'étais très premier degré. Et genre, le play Toulouse, pour moi, c'était insupportable, tu vois. Parce que, non. Ma pratique a beaucoup évolué depuis, et j'en suis très contente. C'est pas que t'étais une mauvaise joueuse, quoi. T'avais moins de cordes à ton arc, quoi. Oui, j'avais beaucoup moins... C'est le loot, quoi. Pas tant le loot, mais tu sais, c'est l'histoire qui est importante, quoi. Tu sais, quand tu débutes, t'es vraiment en mode, faut que ce soit une belle histoire, un beau truc, machin. Et quitte à en oublier un peu les personnages, le réalisme de ce qui est en train de se passer. Et le fait de s'adapter aussi au jeu qui est devant toi, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. On a les
l'esprit un peu plus étriqué, quoi, au début. Un petit mot à rajouter sur cet impasse, ou est-ce qu'on s'éclaterait pas le bide avec un petit plat du jour, là? T'as prévu quoi? Les doigts. Ah. Hein? Mon extrait s'appelle Les doigts. Je ne sais plus ce que c'est. Donc c'est parti pour le jingle sur les doigts. Ah oui, c'est très bon. Ah oui, et puis ça n'est que des bonnes choses. Hein. C'est du cacao de synthèse avec de la margarine et de la saccharose aussi. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans faim. Temps pour le faire. T'as raté la course, le cochon, tu le vois, t'arrives pas à le rattraper, il commence à accélérer en plus. Il revient vers le marché, quoi. Tu cours après aussi? Ouais. Évidemment que j'arrive. Ah oui, mais. Oui, mais alors là, tu cours super vite, t'arrives à dépasser Gavel. Salut. Tu cours pas très vite. T'as deux doigts d'attraper le cochon et tu lui fais avec ta lance. En plus, tu essayes de le faire dévier, tu vois. Arrête-toi, tu tapes comme ça au sol. Et là, le cochon s'arrête. Il fait des regards comme ça. Je vous fais le cochon qui vient. C'est sûr. On est dedans, Il se jette sur une dame qui est là. Il se jette carrément comme une sorte de chien. Il se jette sur la dame. Donc t'arrives à la hauteur et là la dame se met à hurler. Et tu vois que sa main est en sang. Il lui a bouffé la main? Et en fait, tu regardes plus près, tu vois qu'elle a deux doigts qui se sont fait bouffer par le cochon. Comme ça. Putain. Tortue Ninja, bonjour. J'ai envie de le tuer, le cochon. Donc ça fait scandale, elle se met à hurler, ça, du coup ça attire les gens. Toi tu arrives, Gabriel aussi, tu... Il est où le con? Et là le cochon est en train de mâcher des doigts. Ouais. Ok, bon bah je chope la laisse pendant qu'il mange. Ah. La normalité avec laquelle il lâche la dernière truc. Bon là, le cochon est en train de manger les doigts. Alors par quoi on attaque? J'en ai un nom, tiens, vas-y. Bon et là tu vois qu'il lui a mangé les doigts, quoi. Ouais. Normalement, la les doigts suite. sont passés. Bon, alors... Il y a un pragmatisme. Oui. Il y a une manière d'indiquer que ce truc n'est pas un enjeu ou n'est pas très grave, tu vois. Alors que dans n'importe quel autre jeu, perdre des doigts, c'est pour te dire que ça peut nous faire une petite scène ou une petite séance, quoi. Visuellement, là, c'est un détail. Est-ce que c'est pas le côté, c'est un PNJ, donc c'est pas grave, tu vois? Il y a peut-être de ça. Tu penses ou pas? Tiens, vas-y. Parce que moi, je connais l'actuel play, donc peut-être j'ai la réponse à cette question. Selon toi, est-ce qu'il est nonchalant, là, parce que c'est un PNJ, et ça aurait pas été pareil si c'était un PNJ, ou pour une autre raison, tu vois? Tellement difficile, comme ouais, question. c'est impossible, c'est quasi C'est impossible. tellement difficile. Pour moi, en fait, c'est surtout que l'emphase là, elle est pas sur le PNJ, elle est sur le cochon. Ce qui est important, tu vois, c'est pas que le PNJ ait perdu des doigts, c'est que le cochon est en train de les manger et ils ont un animal qui est en train de faire des conneries. Moi, avec 1 minute à peine d'extrait, je le prendrais comme ça. C'est juste que la lumière n'est pas sur le PNJ à ce moment-là. Je pense que c'est très juste, mais il y a autre chose. Genre, on en reparlera plus tard. Hein. Suspense insoutenable. Donc Jean Danon, tu voulais souligner cette nonchalance. Moi, je veux bien en parler. Est-ce que c'est un truc que vous pratiquez, alors en tant que MJ là pour le coup, d'adopter une posture de recul par rapport à ce que vous êtes en train de décrire, etc. Ce qui vous dégage la charge mentale, la responsabilité. Vous êtes juste là pour décrire les trucs tels qu'ils se passent. Vous mettez pas forcément tant que ça d'emphase sur certains aspects. Le contraire de dire je vais mettre l'emphase sur le fait que un mec arrive et il sent la violette et c'est votre ennemi juré, tu vois. Je vais faire le contraire en tant que MJ, je vais dire il y a une odeur de violette et j'attends que la table capte le truc. Vous voyez ce que je veux dire? Vas-y Méno, est-ce que t'as une réponse là-dessus? Ouais, j'ai une réponse. Moi, ça fait moins d'1 an que je suis meneuse et je pense que j'ai pas encore la capacité de le faire correctement. J'ai trop envie de mettre l'emphase sur tout parce que je trouve que tout est important et j'ai envie qu'ils se saisissent de tout. Et c'est un truc que j'aimerais bien apprendre à faire en fait, tu vois, justement. De mettre un peu de recul, de mettre des trucs qui ont pas du tout, qui sont juste là comme ça, voire de dédramatiser justement des situations sur, bah voilà, il se passe ça, c'est pas très important. C'est un truc que j'ai envie d'apprendre à faire. Et je trouve, je respecte beaucoup les MJ qui le font. Alors je comprends l'envie de le faire, tu vois. Moi, il y a même des campagnes ou des trucs où c'est la posture par défaut que j'ai prise. Je peux pas en sortir facilement. Mais quelque part, il y a qu'à décider de le faire, quoi. Juste, tu prends pas de recul. Comme si tu disais rien, tu vois. Comme si l'air de pas y toucher un peu. Et c'est vrai que des fois, ça fait des réactions en contraste, quoi. Toi, t'es en train de dire il y a une odeur de violette. Et la table, au contraire, se met en feu. Parce que toi, tu l'es pas. Comme si t'avais rien dit. C'est moins dur à faire que de mettre l'emphase, théoriquement. Il y a juste à décrire, quoi. Ah bah c'est dur parce que c'est à l'opposé de tous tes réflexes, quoi. Faut se retenir, quoi. Ouais. C'est anti-intuitif, ouais. Faut le penser. C'est vraiment un truc qu'il faut penser, qu'il faut garder à l'esprit, quoi. Mais je suis très d'accord. Je l'ai fait dans une situation particulière il y a pas longtemps. Bah quoi, j'ai filé l'enregistrement là. C'était le moment où j'arrêtais la partie l'air de rien pour au moment où c'était le plus dramatique, quoi. Ouais. Et ça a effectivement provoqué cette réaction-là. T'as raison. Et bah je vais vendre la mèche un peu sur la nonchalance de Riley. Donc là c'est le maître du jeu. Riley c'est son logiciel par défaut. C'est-à-dire que t'as raison, Méno. Hein. Là l'important c'est le cochon. La dame c'est très secondaire. Il va pas en reparler.
tant que ça. Enfin, encore que elle va leur casser les couilles un bon moment parce qu'elle a perdu des doigts. Hein. Mais il va pas mettre d'emphase tant que ça dessus. Mais par ailleurs, c'est un peu son style par défaut. Et je suis absolument fan. Il a l'air de pas y toucher et il t'annonce des trucs essentiels, bien glissés dans le reste de la partie. Tu le vois pas forcément venir, tu vois. En fait, c'est comme si quelqu'un te faisait un tour de magie, tu sais. Sauf qu'il a pas dit qu'il était magicien et qu'il faisait un tour de magie. Ok. Et j'aime beaucoup ça aussi, ouais. Tu te caches, quoi. T'entourloupes les joueurs et les joueuses, quoi, un peu. Ouais, côté bah oui. ouais. C'est un tour de magie, encore une fois. Hein. Mais c'est la même chose que tu fais quand tu mets de l'emphase. Quand tu dis, je vais vous décrire la pièce et que tu finis par l'odeur de violette, tu sais parfaitement ce que t'es en train de faire. Et tout d'un coup, ils vont dire le dernier mot odeur de violette et etc. Et ça marche parce que tu décris ton truc et les joueurs sont accrochés à tes lèvres. Mais tu peux aussi le faire autrement, plus Garcimore, quoi. Ça a presque l'air parfois de maladresse, des trucs qu'il fait. Ça l'est pas, j'adore. Tenter le mejetage nonchalant. Je suis d'accord qu'il faut l'essayer. Hein. Ça paraît pas fou, mais c'est vrai que les rares fois, c'est suite aux discussions qu'on avait eues à Quat. Hein, cette fois-là où je l'ai utilisé, ça a marché. C'est plus fort que si j'avais mis tous les potards à fond. J'espère que je vais tenter des gens d'essayer. Bah en plus, quand t'as tous les trucs à fond, tu vois, t'as plus de coupure, quoi. Oui. T'as plus de contraste. Ah oui, absolument. Ouais. À méditer. Est-ce que vous avez noté un autre petit truc dont vous vouliez parler sur l'extrait des doigts? De ouf. Moi, j'ai noté un petit truc. Vas-y. J'ai noté maltraitance animale. Je suis même pas sûre que ce soit un sujet, mais moi, ça me met en joie quand il y a des animaux dans les jeux de rôle. Genre quand, en tant que joueuse, je peux interagir avec un animal, je suis systématiquement contente. Tu veux dire en le maltraitant? Non, pas en le maltraitant, mais juste, tu sais, désolé. Si j'ai bien suivi, là, c'est pas le cochon qui est maltraité dans cet extrait. Hein. En vrai, c'est juste, je sais pas, je trouve que c'est une source d'imprévu dans la scène, un animal en général. Tu peux pas prévoir ce qu'il va faire, tu peux pas négocier avec lui. Les joueurs sont facilement attachés aussi aux animaux. Du coup, je trouve qu'il y a pas mal de ressorts à aller chercher avec ça. C'est marrant parce que ça fait un peu le point avec ce que tu disais sur le fait que une description d'un geste physique peut en dire beaucoup. Bah, l'animal n'ayant que ça, tu vois, il ne vit, il n'existe, il ne s'exprime qu'au travers des descriptions du MJ, à part pour les MJ qui savent vraiment bien imiter les animaux, quoi. Mais il faut être fort. Ah, c'est une compétence, quoi. Ouais. Moi, j'ai des baleines, tu vois, dans mes scénars, imiter une baleine... Faut faire le chant, tu chantes, toi, non? Ouais, mais je chante pas aussi bien qu'une baleine, je pense. Là, les auditeurs veulent que tu aies... Non, je rigole. Non. C'est horrible. Je te mets le filtre aquarium, vas-y, c'est parti. Ouais, c'est un peu limite. Moi, j'ai le souvenir d'avoir été en galère, c'est anecdotique, quoi, mais avec les sorts communiqués avec les animaux. Moi, ça a toujours été un moment de solitude. Je sors à des tables, que je sois MJ ou que je sois assis à la table, quoi. Quand j'entends quelqu'un dire « j'ai communiqué avec les animaux », je fais « on est dans la sauce ». On est dans la turbo sauce. Pour te mettre en défaut, c'est ça qu'il faut sur si j'arrive à ta table et que je dis au fait à quoi j'ai pris le sortilège de communication avec les animaux. Bah ça peut être le tournant de la campagne, c'est-à-dire que dans 2 minutes, il y a moyen que je te décrive un truc à la Cendrillon avec des rats qui font des chorégraphies pour t'expliquer un truc. C'est incroyable, il faut faire ça. Ça part très très vite. Bah écoute, on joue 4 rangers, c'est parti. Est-ce qu'on peut pas jouer du coup les souris de Cendrillon Ah ouais. Yes. Mais non, mais en vrai, tu dis les animaux, c'est cool, je m'y attache facilement ça. Je suis d'accord avec ça. En vrai. Mais il peut y avoir un côté clownesque au comportement animal qui franchit le mignon pour faire le grotesque. Tu vois ce que je veux dire? C'est dur à bien interpréter un animal, c'est ça? Ouais. À interpréter justement quoi. Ah, c'est même, on peut peut-être dire que c'est impossible quoi, d'interpréter justement un animal quoi. Donc il va y avoir des décalages. On reste humain, tu vois. Et il y a un moment où ils sont pas juste attachés au chat quoi. Ils le trouvent drôle, ils le trouvent ridicule. Je sais pas. Ça peut être clownesque quoi. Je trouve pas ça facile à faire de faire vivre un animal crédible, intéressant. En même temps, est-ce qu'un animal crédible, il y a pas justement des moments où tu le trouves drôle et ça peut être clownesque de toute façon en étant crédible un animal. Alors oui, on parle pas du même clownesque. Moi je parle pas du chat qui est c'est mignon, il est tombé. Je parle du chat qui est cartoon quoi, tu vois, comme mes souris Disney dont je parlais tout à l'heure quoi. Le moment où tu sombres en fait dans le ridicule à vouloir interpréter ce truc là quoi. Bah il y a une frontière que je trouve fine. Voilà. Même si j'ai de très belles rencontres animales et j'en ai déjà travaillé, tiens, je sais pas si c'est votre cas, c'est ma question. Vous avez déjà travaillé la rencontre avec une créature? Oui. Oui. J'ai un cachalot sur mon tout premier scénar. C'est la même partie, rassure-moi, tu fous pas des baleines et des cachalots dans tous tes jeux? Si, absolument tous. Ah d'accord. J'ai joué une partie de Paranoia avec elle. Il y avait des cétacés? L'ordinateur était un cétacé, oui. Ah d'accord. Non, pas du tout. Vas-y, pardon, mais nous raconte le cachalot. Comment tu l'as mis en scène? Qu'est-ce que t'avais prévu du coup? J'avais prévu une mission où il devait aller, donc c'est pareil, Night, les ténèbres qui ont pris le monde, tout ça. Ils se sont retrouvés avec une espèce de militante un peu radicale, écolo, qui voulait sauver les océans
en disant mais en fait ça sert à rien d'aller chasser les ténèbres si y a plus de vie dans les océans, tu vois. Je savais naturellement qu'il détesterait ce PNJ et j'ai travaillé du coup la rencontre avec le cachalot en question, qui était le cachalot qui devait protéger, que suivait cette militante, pour que la militante s'adoucisse à son contact. Et qu'à partir de là, tu vois, ils comprennent que en fait, cette militante-là a des points d'attache, que c'est une combattante, tout comme eux, et qu'ils puissent un peu s'approcher de ce cachalot, tu vois, interagir avec lui. Le cachalot les a fini même par les guider, parce que lui, instinctivement, réagissait au danger, et notamment aux monstres marins qui étaient là. Et ils ont fini vraiment par le retrouver amoché, par essayer de le sauver. Ça a bien marché, quoi. Ça a marché, ouais, je pense. Mais c'était aussi parce que, du coup, ce cachalot était... on parlait des objets des PNJ. Ouais. Pour moi, du coup, c'était l'objet de ma militante écolo. Oui, ça parlait de la militante, en fait. C'est ça. Il avait une signification, quoi, une symbolique, l'animal, quoi. Tout à fait. Et je voulais aussi commencer la campagne sur, en fait, ce que vous faites dans les océans, il y a une raison de le faire. Il y a des formes de vie qui ne sont pas humaines, mais qui sont des formes de vie et qui sont importantes, quoi. Mais ouais, j'étais assez contente. C'est cool. Le trope de la guerre contre les ténèbres... on imagine dans Night, de loin, je pratique pas le jeu, mais d'avoir ancré sur quelque chose de très concret et très proche de nous, comme tu vois le sauvetage de la flore océanique, des baleines ou des cachalots. Sexy comme truc. Jean Dindon, toi, t'as déjà préparé une rencontre avec un animal, une créature? Eh ben, je cherche, non, je trouve pas d'exemple. Alors qu'il joue à vampire, hein. J'attends qu'il percute, mais... J'ai pas compris. Un vampire. C'est pas un jeu avec des vampires, c'est pas une créature, un vampire. Bah oui, mais non, mais... Un animal non humanisé. Un vampire, c'est juste un humain qui est à la fois plus humain et moins humain que les humains normaux, tu vois, mais ça parle d'humanité, il parle d'humanité par tous les pores de sa peau, le vampire. Tu vois. On a tous préparé des rencontres avec des monstres. Avec des monstres, oui. J'ai des souvenirs de tant que joueur... de me retrouver face à des créatures qui sont mystiques et qui t'écrasent par le fait que tu les comprennes pas totalement. J'ai vécu il y a quelques mois une rencontre avec une méduse qui était terrible. Enfin, une méduse, la gorgone, quoi. Ah oui. Oui, pas la méduse, pas celle qui est dans l'eau. Non, mais j'allais dire encore un truc dans l'eau, quoi. Non, pas du tout. C'était, elle était au milieu de son jardin des plantes, quoi, de sa serre, quoi. À la Poison Ivy, quoi, d'accord. Ouais, un peu, ouais. Ça reste une créature capable de s'exprimer, qui effectivement va réfléchir de manière totalement différente à ce que tu t'attends, etc., mais qui reste un personnage incarné, quoi, si tu veux. Tu le verrais dans un film que ce serait une vraie actrice qui la jouerait. Ouais, mais le truc que tu dis avant, c'est très, justement, créature, monstre, c'est-à-dire que on peut essayer de la comprendre, non pas en essayant de faire de l'anamorphisme, tu sais, enfin, non pas comme une humaine, mais c'est de comprendre son mode de fonctionnement, quoi. Vous parlez de deux trucs, en fait, qui sont classiques mais intéressants, quoi. Le fait de télégrapher un truc, ça c'est ce dont parlait Ménon. Deuxièmement, le fait de l'associer à des symboliques, lui donner une signification, quoi, dans ce qu'on est en train de raconter. Et toi, tu parles, Jean Dindon, du fait qu'il a ses propres logiques qu'on doit comprendre, quoi. Qui sont pas celles d'un humain, quoi. Le propre de la rencontre animale, quoi. Ouais, c'est super intéressant ce que vous racontez. Il est top ce podcast. T'es le meilleur jusque-là, franchement. Franchement. Je suis désolé pour tous les autres, mais... Alors, on n'était pas là-dessus, on était sur la nonchalance, etc. Puis je vous ai embarqué sur les télégraphages de monstres, on sait pas pourquoi. Autre chose que vous avez noté sur ce plat de résistance? Ouais, vas-y, j'ai quelque chose, moi, les interjections, les ponctuations, les réactions de tout le monde, tout le temps, là. Mais maintenant que tu m'as dit qu'ils sont tous autour d'une table, tout prend tout son sens, quoi. Et puis même, ça s'entend de la manière dont ils discutent, dont ils ont pas peur de placer leur vanne, etc. Et moi, je trouve ça très agréable. Et il y en avait aussi dans à l'extrait précédent. Il y avait des personnes qui rigolaient quand l'autre présentait son personnage, ce qui poussait celui qui présentait à aller encore plus dans la démesure. Oui. Et ben là, c'est quelque chose aussi qui va, tu vois, cette course-poursuite, si c'était juste le MJ qui expliquait qu'on court après un cochon, ce serait beaucoup moins drôle que quand il dit tu dépasses l'autre PJ, il fait coucou, et puis, enfin, tout ça, c'est très... Quand il dit machin revient, arrive à votre hauteur avec l'autre souffle aussi. Ouais. Et ben, c'est un des axes sur lesquels je travaille ces temps-ci, tu vois, de pouvoir faire les bonnes petites remarques, et particulièrement quand on est en distanciel, quoi, pour ne pas perturber le reste, mais redonner le momentum, quoi. Ouais. Et je vais vous dire une dinguerie, c'est que quand tu pratiques un mejetage un petit peu plus distant, où tu mets un peu moins d'emphase, en fait, souvent tu parles un peu moins que si tu veux mettre de l'emphase. Et quand tu parles un peu moins, tu laisses plus d'espace aux joueurs pour glisser justement, tu sais, un petit geste, un petit mot, le souffle de leur personnage, une exclamation. Ah là là, que de bons points pour la nonchalance. Méno, ça te parle un peu ce truc? Activement, tu joues? Ouais, bah en fait, c'est rigolo parce que moi, pour le coup, le début de la scène, tu vois, la description, j'ai justement trouvé que le MJ parlait beaucoup. C'est beaucoup lui qui décrit, en fait, le PJ qui est en train de courir, qui est en train de dépasser, tu vois, qui avance, quoi. Ouais. Là où...
pense que moi je l'aurais plus pris en disant bah oui tu fais ton, enfin on entend le dé, tu vois. Ah bah oui tu vas le rejoindre, vas-y décris-nous. Et j'attends que ce soit le joueur qui fasse ce type de réflexion. C'est vrai, c'est une bonne remarque ça. Du coup je sais pas si c'est tant que ça, tu vois le côté nonchalant en fait qui fait que tu parles un peu moins et tu laisses de la place. Moi je l'ai senti autrement. Là pour le coup je l'ai senti beaucoup plus dans la description et par contre avec des réactions incroyables des joueurs qui réagissent du tac au tac, tu vois, qui sans doute il doit y avoir des jeux de regard aussi entre eux quand ils font ça. Ouais, c'est une culture de leur table. Ouais. Je pense pas que la nonchalance crée ce truc-là. Hein. Je pense que ça peut le favoriser. Mais là, faudrait se représenter à contrario à MJ qui va décrire la course du cochon et l'avalage de doigts. C'est avec beaucoup de détails, en imitant énormément d'énergie, quoi. C'est marrant ce qu'il décrit. Il décrit beaucoup dans le truc, mais il reste quand même très superficiel, je trouve. Il va vite. Il trace, ouais. Il s'encombre pas aussi, de il description. triche un peu, Okay. C'est un peu monté quand même. Mais oui, non, mais il va vite. Hein. Moi, j'aime bien les descriptions qui sont très très simples. Tu vois, où tu vas pas chercher des grandes tournures de phrases, les espèces de descriptions très parlées, très naturelles. Tu gagnes vachement de temps, en fait, sur ce que tu es en train de transmettre. Ouais, il y en a qui trouvent ça vulgaire. Dans la première partie, là, à un moment donné, il ressemble à Jean Rochefort pour décrire un personnage. Tu peux être plus efficace ou pas? Mais il y a des gens qui trouvent ça un peu vulgaire, ouais, par moment. Je suis d'accord parce que ça va te sortir de la fiction pour t'en ramener dans une autre. Enfin, si si Jean Rochefort, c'est un peu un personnage de fiction, quoi. Oui. Mais tu vas faire un pont que t'es pas forcément, t'as pas forcément envie de faire quand t'es dans une partie de jeu de rôle où tu cherches un peu ton immersion, d'être dans ce monde qui t'est propre, dans cette histoire bien particulière. Du coup, ramener Jean Rochefort là-dedans, le pousser, tu vois, entre les pattes de tout le monde, bon, ouais, c'est peut-être, ça peut être vu comme une indélicatesse, quoi. Je pense pas ici, parce que ici, c'est un peu drôle, on se moque du truc, c'est une espèce de partie avec des références, quoi. Il y a une littérature à une partie de jeu de rôle, et là, la littérature est celle-là, ça choque pas. C'est pas, il est pas en train de dire, quand je me jette ma partie, je parle comme Alexandre Dumas. Et là, ça choquerait qu'Alexandre Dumas compare quelqu'un à Mickey ou à Jean Rochefort. Mais là, non, ça colle nickel, quoi. Moi, ça me sort, c'est l'inverse qui me sort, hein. Quand j'ai des meujeux qui sont très littéraires, tu vois, qui vont faire beaucoup, qui sur des descriptions particulières vont prendre un ton un peu plus empoulé, qui vont aller chercher du vocabulaire un peu plus fouillé, tu vois. Si c'est pas comme ça 100% du temps, le moment où le meneur fait ça, moi ça me sort. Est-ce que c'est parce que c'était pas assez bien fait? Est-ce que c'est pour une raison particulière ou est-ce que c'est global, tu penses? Je pense que c'est le côté où je sens la préparation. Ouais, tu perds un truc naturel, quoi. Ouais. Ça n'est plus naturel. Je vois la prépa. Ouais, je vois les notes, tu vois, qui sont devant le meujeu. Et je pense qu'en vrai, tu peux faire aussi bien en gardant le même ton tout le long. Ah, je suis d'accord. Je pense que des fois, il y a des gens qui veulent trop en faire. On peut en devenir maladroit, quoi. Et tu mets le doigt sur un truc qui est super important là, Méno, parce que je me rends compte que moi il y a un truc qui me fait pas particulièrement rentrer dans une histoire, c'est les introductions qui ont été préparées et qui sont lues en fait. Et on m'a dit ah oui, mais c'est peut-être parce que c'est pas assez bien lu, c'est peut-être parce que, et je crois que c'est pas ça, je crois que c'est exactement ce que t'évoques en fait. C'est vraiment le fait que tu comprends que c'est de la préparation et qu'il y a un décalage de discours entre ça et le reste, quoi. Il y a une fluidité qui va se perdre, enfin pas une fluidité qui va se perdre, mais tu vas voir les coutures quelque part, quoi. En fait, quand ça arrive, t'es en position de joueur d'une partie de jeu de rôle. T'es pas en position de personnage qui est en train de recevoir ce qui lui arrive, tu vois. Ah, j'entends. C'est intéressant comme confrontation de points de vue sur ces trucs-là. C'est tout l'intérêt d'ailleurs de ce podcast génial. Hein. On écoute des AP, on parle de la position qu'ils ont, des positions que nous on prend. Abonnez-vous. Ouais, c'est vrai qu'il est génial ce podcast en même temps. Ouais, il est vraiment génial ce podcast. Abonnez-vous. La cloche, activez la cloche. Un autre petit mot sur ce plat du jour. J'ai plus rien. Et ben moi j'ai encore un petit truc. On pensait qu'il y en avait plus, mais regardez, en grattant bien derrière les feuilles de salade. Ah ouais. À un moment donné dans cette course poursuite, il y a quelqu'un qui dit oui mais, et c'est un résultat de jet de dés ça. Ils ont lancé un D6 et ils ont une espèce de gradation de réussite ou d'échec, quoi. Oui mais, etc. C'est un truc que vous aimez bien, ça vous manque des fois quand il n'y a pas une gradation, des échecs avec complications. Des fois ça vous gêne quand ils y sont. Qu'est-ce que vous aimez ou pas? C'est le fait d'avoir un oui mais, d'avoir un oui et, enfin d'avoir des résultats plus que binaires, c'est ça? Ouais. Ça me gêne pas particulièrement quand ils sont pas là, mais je les ai intégrés dans ma pratique un peu différemment. C'est-à-dire qu'il y a certains, généralement on dit, tu sais, les jets d'indices, il faut pas les rater. Et ben moi je considère que c'est soit un oui mais en fait, et ça m'enlève un poids, quoi, ce jet d'indices. Ça me dira juste s'il y a une contrepartie ou pas, quoi. Donc il y a des endroits spécifiques où... Ouais, c'est ça. Je les utilise moi, mais pas forcément de la manière usuelle et pas forcément parce que les dés m'imposent le oui mais, le oui et, le je sais pas quoi. Ok. Et c'est un petit outil en plus de mon système que
que de temps en temps je me dis attends, là c'est le bon moment pour l'utiliser, et typiquement quand on cherche un indice quelque part. Ouais, ça fait partie de ta trousse à outils, de règles faciles à implanter, à glisser là, quand t'en as besoin, quoi. Et toi, Méno ? C'est rigolo parce que j'en parlais il y a quelques jours. Knight, tu sais, t'as un système combo. Donc ton MJ te dit tu choisis une stat et le joueur va choisir une autre statistique supplémentaire pour choisir le nombre de dés qu'il va lancer. Donc mettons je te dise sur un jeu d'indices, mettons que je te dise perception, il va pouvoir dire je lance perception technique pour aller chercher un truc technologique. Perception, sang-froid, endurance, tu vas pouvoir choisir. Okay. Et du coup, moi, ce que je fais maintenant sur ce genre de dés où j'attends pas un échec, tu vois, ce serait trop... Enfin, je fais juste varier l'indice en fonction de quelle stat a été lancée, a été utilisée, enfin, quel carac. Ah ouais. Ça, je l'utilise souvent. Et par contre, je me suis rendu compte que c'est un système où ça me manquait justement en tant que meneuse, pas en tant que joueuse, mais en tant que meneuse, le confort de pouvoir dire, en fait, tel lancer de dés, c'est une réussite. Tel numéro de dés, tu vois, mettons, t'as fait 10, c'est une réussite. T'as fait 15, c'est une meilleure réussite. Ouais, le fait d'avoir des seuils comme ça, une gradation en tant que meneuse, ça, c'est pas dans Knight, c'est quelque chose qui me manque. Parce qu'en fait, du coup, ça veut dire que je suis en permanence en train d'arbitrer. Et ouais. Il y a des seuils, ils disent, 8, c'est un jet difficile, 10, c'est un jet très difficile. Mais en fait, vu que c'est toi qui es en permanence en train de choisir qu'est-ce qui est facile, difficile et très difficile, ça reste de l'arbitrage complet. Alors qu'un outil de type, en fait, si tu fais ça, ça marche. Si tu fais ça, ça marche pas, c'est vachement plus... Ah ouais, on pose simple, ses cadeaux sur le voilà. côté, c'est clair. En tant que meneur, t'es beaucoup plus confortable, je trouve. Et je te comprends, d'autant que je suis récemment... alors encore une fois, moi j'aime tout, je veux faire des jeux variés, des trucs comme ça, mais je suis récemment tombé amoureux d'un bout de système dans lequel il y a d'une part gradation, et quel confort, quelle charge mentale en moins, et d'autre part, il n'y a pas d'échec critique, tu sais, sauf... si un joueur décide qu'il accepte pas le seuil de réussite qu'il a et il veut passer à celui du dessus, au risque de passer à celui du dessous. Et pareil, oh là là, tellement plus de charge mentale. C'est-à-dire que les joueurs autour de la table discutent de est-ce qu'ils tentent l'échec critique ou pas. Une fois qu'ils ont dit oui, moi je me lave les mains et je dis lance les dés quoi. Quel confort. Et t'as pas tout ce truc en plus de moi j'ai fait 8, moi j'ai fait 9, moi j'ai fait 3 mais j'ai utilisé tel carac. Les joueurs, vu que les seuils ils sont connus, ils peuvent direct te dire j'ai réussi, j'ai raté, tu vois. Ouais. Plus vite, alors ça c'est même pas du confort, c'est pour moi c'est juste un avantage de spectacle quoi. Mais qu'est-ce que j'y suis sensible. Voir le dé tomber ou la carte ou peu importe quoi. Et au moment où tu vois le résultat, tout le monde sait très bien. C'est incroyable. Ouais, parce que t'es dans une autre posture toi aussi en tant que maître du jeu quand tu vois ça arriver. Tu dis qu'est-ce qui va se passer et tout le monde le saura en même temps et t'auras pas besoin de dire oui alors très bien donc ton jet c'est de temps, ah oui alors ce qui va se passer c'est que t'as pas tout ça à faire, t'as juste à regarder et à dire qu'est-ce qui va se passer. En fait tu peux revenir en posture de joueur quoi quand t'es meneur. Et tu fais excusez-moi et tu reprends une position impartiale juste après. Si tu fais 1 c'est la mort, si tu fais 20 c'est la vie. 20 yes. Excusez-moi. Alors j'aime bien pouvoir montrer aux joueurs que moi aussi je suis attaché à l'histoire qui se passe et au fait de la découvrir avec eux. Et si j'ai trop à arbitrer, je peux pas. J'ai l'impression de dire je pleure parce que c'est trop beau ce que je dis. Moi, je me sens moins légitime quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois tout à fait. Ouais, complètement, ouais. Et là, ça sent la violette. Vous vous rendez compte, la violette? Pardon. Alors que, et là ça sent, crac, table aléatoire, t'entends les dés qui roulent. La violette. La violette. Et là, toi tu le lis à haute voix, tu sais. Tu t'es pas rendu compte et là il y a un joueur qui fait putain. La violette, quelle dinguerie. Ah oui, il a raison. Bon ce plat de résistance là. Il y avait beaucoup à manger. Il y avait beaucoup à manger. T'aimes bien quand c'est fourni comme ça? Je sais pas ce qu'il faut répondre. Ça ressemble à une question piège. Est-ce que c'est pas le moment de dire qu'il faut garder un peu de place pour le dessert Ah voilà. Merci Méno de suivre le conducteur. Quoi. Un petit jingle dessert? Bah bien sûr. Un petit dessert alors? Bon, je suppose qu'on a le temps pour un petit dessert. Et un café? Entendu, va pour un petit café. Ensuite, tu finis le travail. Là t'es complice de blessures par mangeaison de doigts. Ça peut te coûter plusieurs mois, voire plusieurs années de cachot à la purge. J'ai faim, c'est tout. Mais pourquoi tu voulais ce cochon en particulier? Parce que c'est ridicule avec ce cochon. Vous piquez, c'est tout. Tu sais, tu t'avais déjà vu ce cochon? Tu l'as déjà vu quelque part avant? Non. C'est un cochon quoi. Un gros cochon. Et qu'est-ce que tu peux me dire sur tes potes là qui nous ont envoyé des bouses de vache et des cailloux? C'est notre bande, c'est tout. La bande à Gabi. La bande à Gabi. Ouais. Et toi, c'est toi Gabi? Ouais, c'est moi le chef. Ah ouais. Et là, vu que t'es le chef, tes potes ils vont être désemparés sans toi. Ah ouais, mon frère qui doit gérer le...
Je vais sortir là, de toute façon, vous avez rien à me reprocher. Bah non, c'est ce que je suis en train de dire, c'est que t'es complice t'es complice d'une tentative de meurtre. Mais j'ai rien fait. Je sais pas si tu te rends compte, le cochon était à 2 doigts de tuer la bourgeoise là. Ah oui, il a bien fait pour elle. Bah, sauf que pour toi, c'est pas bon du tout. J'ai rien. Alors, ce petit dessert, quel goût il a, Méno? Il est délicieux ce petit dessert. Plein de RP. La musique, elle est cool et elle donne tout le ton à la scène. Genre, là, le meneur avec une autre musique, il donne pas la même ambiance, quoi. Alors, effectivement, si t'enlèves, tu mets pas la même musique, c'est pas la même chose. Ouais, alors, je sais pas s'ils l'ont en jouant ou si c'est c'est une bonne question. ensuite. Ouais. Bah, je peux pas savoir, mais je pourrais lui poser la question. Là, pour le coup, j'aimerais avoir. Je pense qu'ils ont de la musique, mais ils ont peut-être pas celle-là à ce moment-là. Là, ouais. Et même, c'est peu probable. Ouais. S'ils le captent en live, c'est très compliqué d'avoir de la musique diffusée, parce que ça veut dire que ça repisse dans les micros et que probablement au montage, t'auras une musique différente qui passe dans le micro. Enfin bref. Ouais. À moins que tout le monde ait des casques et tout, enfin l'enfer, quoi. Oui, donc c'est sûr, en fait, ils avaient probablement pas de musique. Ouais. Bah du coup, c'est ouais, je suis grave déçue. Mais je trouve quand même que en tant que spectateur, tu vois, t'as le ton de ce qui est en train de se passer. Et c'est des gros indices, quoi. Et qu'est-ce qui se passe d'ailleurs? C'est un interrogatoire, non? J'ai l'impression qu'il a dû se faire choper par un autre garde. Alors c'est le MJ qui joue l'interrogé, Gabi, et il est interviewé interrogé par un PJ. Ah, c'est le... D'accord, je le voyais dans l'autre sens, ok. Pareil, ouais. Mais du coup, ça renverse tout, mais oui. Moi j'étais en train de me dire... Attends, bah non, c'est super important, parce que moi j'étais en train de me dire, le MJ est en train de mettre le joueur sous pression, tu vois, en l'assommant de questions, jusqu'au point où pour le joueur il est un peu dépassé. Mais en fait c'est exactement l'inverse. Oui, avec en plus, tu sais, une espèce de réponse typique de joueur de « Non mais c'est moi le chef de la bande ». Enfin, c'est rare d'avoir ça de la part d'un meneur, du coup. Mais oui, absolument. C'est un biais, c'est un vrai biais, du coup. Alors, c'est un biais, mais qu'est-ce que ça nous dit, quoi? Parce que du coup, qu'est-ce qui se passe, quoi? Là, c'est moi qui suis en train de vous cuisiner, hein, je vous interroge. Ouais. Quelle est la sauce? En fait, c'est nous le dessert. C'est vous le dessert. Donc, dans l'interrogatoire, on a une scène d'interrogatoire, ok? Il n'y a pas de jet de dés. Et je vous le dis, il n'y en aura pas. Et dans cette scène d'interrogatoire, on a Gabi qui est interrogée, quoi, pour tentative d'homicide par mangeage de doigts, je sais plus ce qu'il lui dit. Ça va et qui est en train d'improviser, je m'appelle Gabi, toute ma bande, c'est la bande des Gabi, etc. C'est quoi, c'est le MJ qui est en difficulté d'impro, là, ou qui est... Ah bah, en tout cas, il est dans une impro visible. Alors oui, je la trouve hilarante, hein, l'impro. Mais je trouve que c'est visible que c'est de l'impro. Oui, effectivement. Et ça m'intéresse, parce que, toujours un peu lié à cette nonchalance, tu vois. Une impro où tu sens que le gars en face improvise, ça envoie des informations méta qui peuvent être importantes, tu vois, à la table. Ouais. Vous avez des scènes d'interrogatoire en tête que vous avez gérées d'une certaine manière, PJ contre PJ, PJ contre PNJ? Moi, j'ai mis une scène PJ envers PNJ. Depuis, ça s'est transformé en ligne pour moi parce que ça s'est transformé en interrogatoire avec torture. Et j'en suis sortie pas bien. Vraiment pas bien. Je trouve ça toujours compliqué en tant que PJ quand c'est toi la figure d'autorité, en fait. Faut aller l'utiliser avec vachement d'humanité, tu vois, envers les autres PNJ. Je pense que le faire du coup de façon à la fois second degré et à la fois en ayant un personnage qui est un peu méchant, qui va vraiment foutre la pression, je sais pas si je sais faire ça. Ouais, je comprends. Ouais. Pas évident, hein, surtout si t'as pas facile, hein. de support du système. Mais c'est complètement un truc d'attitude, en fait. C'est que là, on se repose... c'est typiquement un moment où il faut jouer un peu méta, quoi. Il faut se dire, ok, très bien, là, on avance sur une zone qui est un petit peu compliquée, il faut que je joue un petit peu intelligemment, il faut que de manière méta, je fasse passer par mon personnage la bonne mise en scène de ce dialogue, quoi. Enfin, je veux pas que j'aille trop loin, faut que... Voilà. Et je pense que le fait d'avoir justement le meneur qui est sur je suis Gabi, c'est la bande à Gabi, tu vois, ça... sur le ton qui se veut un peu drôle et après en post-prod sur la musique et tout ça, tu sens du coup que la scène est un petit peu plus de recul et du coup est peut-être plus simple à jouer. Je pense que c'est aussi du coup justement des scènes où en vrai, sentir qu'il y a on parlait de méta, mais sentir que le MJ là est en train d'improviser et ne pas être à 100% sur j'ai le personnage en face qui est très 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 tangible. Je sens qu'il y a le MJ derrière. Ouais. Du coup peut-être que ça facilite en fait le RP pour le joueur
qui peut du coup aller sur des choses un petit peu plus fortes sans avoir quelqu'un en face qui est en train de martyriser. Yes, il y a un truc de complicité à ce moment-là. Ouais, absolument. Il y a une invitation à continuer le jeu, quoi. Ouais, tout à fait. T'as déjà eu ce truc à Quat t'as fait beaucoup de GN. Une des règles assez communes en GN, c'est que tu touches pas les autres personnes, sauf s'il y a consentement ou si on est tous les deux d'accord pour le faire. Ouais. Et il y a des cas où le contact physique entre personnes qui sont, je sais pas, par une situation où tout le monde les regarde et tout, où ça passe exactement par cette complicité-là, quoi. La plupart du temps, oui, c'est le cas. Faut trouver un juste milieu. Alors des fois, t'as des systèmes qui t'aident à ça en GN. Des histoires de feu rouge, feu vert, un bandeau que tu portes sur le côté, tout essaye de dire, ou des mots-clés, tu vois, des mots de code, pour dire aux gens de freiner, d'arrêter un certain type de scène. Des outils qu'on va pas facilement déployer une table de JDR, parce que c'est hyper visuel, quoi. Et j'ai déjà eu des systèmes aussi qui supportaient les confrontations avec des systèmes pour des simulations de sexe, ou un match de boxe une fois, avec une règle qui était, il fallait faire un bras de fer avant le match de boxe contre la personne en face, pour de vrai. Si tu gagnais, t'allais le battre dans le ring de boxe après, et tu te mettais d'accord sur comment t'allais le battre avec l'autre. Alors ça partait en catch, quoi. Est-ce que du coup, tout ton déroulé de ton match, il est joué de A à Z? Ouais, il est joué de A à Z. En fait, toi, ton moment, c'est un truc de pur sportif. Il faut battre l'autre physiquement dans le jeu pour gagner le match. Et puis après, en fait, tu vas faire vivre ce qui se passe sur le ring dans un espèce de fate play où tu sais vers quoi ça va, parce que tu sais que tu vas tomber au round 6. Mais par contre, il faut bien se rendre compte qu'autour, il y a, ton entraîneur, ta femme, tes enfants, le public de la ville, ton clan qui hurle pour toi. Et eux, ils savent pas si tu vas tomber ou pas. D'accord. Donc, c'est hyper plaisant de faire le show pour eux, quoi. Le match de catch à faire, c'est absolument jouissif, quoi. Et c'est vrai qu'en GN, on peut assumer ce côté public, des fois. Plus difficile à faire une table de JDR sur table. Ah, t'es vraiment dans la performance, là, du coup. Ah ouais, à ce moment-là, ouais, complètement. Ouais. Mais c'est facile. Je veux dire, t'as juste à tomber par terre et tout le monde hurle. Pas trop dur. Ça me fait penser récemment, c'était sur Jean Dandon, t'y étais, sur la petite campagne de Kronstein. Oui. Du coup, le meneur, c'est une campagne écrite, du coup. Ouais. Et le meneur m'avait fait une série de G2D sur un combat qui était terrible. Genre, c'était que des dés, tu vois, il y avait pas. En plus, c'est à l'écrit, donc vraiment, tu n'as que des dés. Mais le combat, il était épique, quoi. Et à la fin, il m'a dit, fais-en un truc écrit, garde une trace. Et je me suis retrouvée un soir, du coup, à reprendre tous les jets de dés un par un et à essayer de les traduire en texte, tu vois. Ah, d'accord. Mais j'ai quand même quand ça arrive, j'ai quand même la sensation, tu vois, qu'il y a quelque chose d'un petit peu plus fake que quand tu le vis. Le texte que j'ai écrit pour moi est moins fort que juste cet enchaînement de jets de dés. C'est beau. C'est beau ce que tu dis. Je suis pas sûre que ce soit universel, mais... Non, mais tu transmets un truc qu'on a tous vécu, de trouver un jet de dés magnifique et que tout ce qu'on fait autour, nous, ne peut pas le sublimer. C'est déjà sublime dans ta tête, quoi. Que toi tu l'as vécu et t'as vécu un truc de ouf et t'as encore la responsabilité de pouvoir le partager et de leur faire vivre quelque chose à eux, quoi, tu vois. Il y a quand même un truc où tu te dis vas-y, je peux rendre ce moment encore plus sublime en le partageant, tu vois, même si ce sera plus la même chose que ce que t'as vécu. C'est plus ton plaisir à chaud, c'est le plaisir à froid, quoi, qui va suivre. Mais du coup, pour rebondir encore là-dessus, est-ce que ça vous est déjà arrivé de passer des accords avec un meneur ou un joueur et que ça se restitue ensuite en partie? Donc typiquement, en fait, ce qui va se jouer a été clairement décidé en amont, tu vois. À cet endroit-là, il y a un secret, ou à cet endroit-là, en fait, le personnage a un truc en particulier, va le mettre en place. Et là, du coup, les gens qui vont en profiter, c'est le reste de la table. Et c'est juste que un des joueurs est complice avec le meneur. Vous avez déjà vécu des choses comme ça? Ouais, je cherche le bon exemple, mais oui, ça fait partie des trucs sur lesquels j'y pense justement sur le côté. En fait, le jeu se fait en amont, et c'est une retranscription que tu fais pendant ta partie. Non, mais c'est hyper pertinent. Moi, c'est un peu particulier. J'ai fait beaucoup de jeux de nature et c'est un outil classique, ultra classique, en GN, quoi. Sur table, c'est plus rare, mais oui. En fait, c'est un outil qu'on utilise très peu en jeu de rôle sur table, ou du moins pas au plein potentiel, quoi. Qui a déjà fait, alors que tout le monde a eu l'idée, mais l'a déjà fait, quoi. La campagne où il y a un complice à la table, quoi, qui est juste là pour driver les choses dans une direction, quoi. La puissance de l'outil est dingue, mais ça se fait pas à toutes les tables, quoi. Je suis d'accord avec cette assertion. Et en même temps, c'est complexe parce que... je pense qu'il faut que les joueurs soient dans une certaine mentalité pour l'accepter. Genre, t'as des tables où ça peut vraiment mal être pris, quoi, au moment de la révélation. Bien sûr, puisque tu mens sur quelque chose à la table. Mais il y a quand même... Enfin, dans tous les outils dont j'ai pu parler, notamment à Jean Dandon, dont un certain nombre viennent du jeu de grandeur nature, franchement, c'est pas le plus vicelard, même loin de là, quoi. Parce qu'il y a quand même moyen d'utiliser ça en pure bienveillance. Et tu me lances sur un sujet à quoi nous n'avons que 12 minutes devant nous. Et tu veux le dire autour d'un petit Dijon, petit générique Dijon, et c'est notre sujet de Dijon. On peut le dire autour d'un Dijon. Un petit Dijon, allez, un petit Dijon. Fini today, bye bye you.
Je crois que tu as bu assez de thé pour aujourd'hui. Et si on sortait prendre l'air? Mais tu comprends pas. Tu vois pas mon chapeau. Je suis la reine d'Angleterre. Tu sais qu'on n'a jamais 2 fois le même jingle, mais non. Vous trouvez tout le temps des références à la bouffe, du coup? Alors, moi non, la régie s'en occupe. Bah, on a toute une équipe qui est mobilisée pour ça, clairement. Alors, un petit digestif et ton petit sujet de digestif, Jean Dindon, je t'ai pris. Ah, là, tu m'as lancé sur un truc, là, sur les outils qui viennent du GN et puis sur les complices, etc. J'ai fait une partie il y a pas si longtemps où on a piégé Cortex et on avait que des PNJ autour de Cortex, quoi, qui lui était le seul PJ mais ne le savait pas. Et donc j'ai pu mettre en place tout ce dont on parle, quoi, le fait de scripter des choses, de préparer des interprétations de semi-PNJ, quoi, de PJ qui étaient drivés pour faire kiffer le seul PJ qui était à la table et qui en avait aucune conscience. Et c'était très cool. Mais non, est-ce que tu as utilisé ça récemment? Est-ce que tu as envie de l'utiliser? Moi, je trouve ça incroyable. J'ai envie de vivre ça un jour des deux côtés, en tant que joueuse et en tant que meneuse. C'est vrai que c'est facile de convaincre quelqu'un d'utiliser cet outil. Tu l'utilises très fort contre lui, tu vois, pour le faire souffrir et bleeder à mort, et ensuite il va le faire à quelqu'un d'autre. C'est comme ça que ça se répand un peu. Il y a une chaîne, quoi. Ouais. Mais non, tu veux faire une partie la semaine prochaine? C'est une partie standard. Y a pas ouais, tranquille, aucun de ouf. C'est du DD, quoi. Avec plaisir. Quand vous voulez. Vous serez 3 joueuses. Trop bien, hein. Et en fait, peut-être es-tu la seule joueuse. Tintintin. Ouais, outil puissant. Franchement, c'est cool que tu l'aies évoqué. Et franchement, quand on te réinvitera en saison 2, il faudra que tu nous dises ce que t'en as fait. Ce serait trop bien. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette petite adresse, messieurs, dames? Eh ben, c'était très cool. Ouais, on a le ventre bien plein. Ça faisait plusieurs fois que tu me parlais des actual plays de la JDR Academy. Je crois que j'en avais écouté des petits bouts à droite à gauche. Mais pas celui-là, et ça me donne très envie de l'écouter, quoi. Oh. Le bouillonnement incessant, moi, ça me fait penser au bon moment que j'ai pu avoir en écoutant Amour, Gloire et Dragon, quoi, où il y a sensiblement les mêmes dynamiques d'improvisation, de bouillonnement incessant. Moi, ça me fait rêver, je trouve que c'est des trucs très sympas à écouter. Il faut avoir l'histoire en complet, de toute façon, maintenant. Mais pareil, je trouve qu'il y a quelque chose de très, très naturel et très vrai qui a l'air de se passer à leur table. Ça doit être très agréable à regarder. Et bah, ça me fait plaisir. Riley est un MJ et une personne que j'aime bien. Il le sait. Bisous Riley quand t'écouteras ça. Et accessoirement, il sera, c'est sûr et certain. T'es dans l'épisode un jour. Voilà, je m'y engage. Mais non, qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Un sujet en particulier, un truc qui t'a bien plu? Une vanne de Jean Dindon que t'as trouvé lourde? J'ai faim. J'ai vraiment faim maintenant. Non, bah, tout était très cool. J'ai beaucoup aimé le ton et tous les petits sujets qui ont un peu pu fuser. Ouais, c'était cool. Cool échange. Est-ce que quelqu'un a un petit dernier mot à rajouter ou est-ce qu'on paierait pas l'addition? Mais toi, alors pourquoi est-ce que tu nous as sélectionné celui-ci en particulier? Encore une fois, j'aime d'amour cette personne et je l'ai aimé parce que j'ai écouté ce qu'il faisait. C'est-à-dire, j'ai aimé la personne au travers de sa façon de proposer des parties de jeux de rôle. Donc je suis un peu tombé amoureux d'une façon, d'une maîtrise de cette nonchalance, de ce style de mesutage qu'il a. Je me suis dit, la personne derrière est forcément une bonne personne. Et puis ensuite, je l'ai rencontré et je me suis pas trompé. C'est une belle histoire. Donc toi, tu sépares pas la personne de l'artiste, quoi. Personne du MJ. Allez, ça va me mettre dans les sauces. Je vais payer l'addition. Ok, d'accord, c'est tout ce qu'on attendait. Hein. Il a tout mangé. Je dois fermer là tout de